La crise qui frappe aujourd'hui les grandes chaînes américaines ne ressemble à rien de ce qu'on a connu auparavant. Pendant des années, ces géants étaient inébranlables. Des milliers de magasins, des millions de clients, une présence dans chaque État et l'image rassurante de marques trop grandes pour tomber. Pourtant, peu à peu, silencieusement, quelque chose s'est cassé dans le système. Les magasins sont toujours là, mais les clients, eux, ne viennent plus. Les parkings sont presque vides, les rayons parfaitement rangés mais déserts, et les employés passent plus de temps à attendre qu'à servir. Ce phénomène n'a rien d'un hasard. Il est le résultat d'une accumulation explosive de problèmes économiques, sociaux et technologiques qui transforment le paysage du shopping américain. Lorsque l'on regarde les chiffres, on comprend immédiatement que quelque chose ne tourne pas rond. Les ventes physiques ont perdu des milliards. L'e-commerce a pris une part gigantesque du marché. Les salaires augmentent, les coûts logistiques explosent et les consommateurs n'ont plus l'argent qu'ils avaient avant. L'équation est simple, pas de clients, pas de file d'attente, pas de dépenses et donc pas d'argent. Un cercle vicieux qui semble impossible à briser. Juste à côté, c'est Rite Aid qui vit la version encore plus dramatique de cette histoire. La chaîne s'est déclarée en faillite, écrasée par des dettes qu'elle ne pouvait plus rembourser. Ces magasins, déjà fragilisés, n'ont pas survécu à la concurrence écrasante du commerce en ligne, ni au changement d'habitude des consommateurs. Dans certaines villes, les boutiques sont devenues méconnaissables, presque abandonnées. Ce qui était autrefois un point de repère local est maintenant une façade vide, symbole d'un système qui craque de toutes parts. Rite Aid avait pourtant essayé de se moderniser, mais trop tard, trop lentement. L'ère du digital n'attend personne, et surtout pas les entreprises qui tardent à s'adapter. La crise ne touche pas seulement les pharmacies. Macy's, ce géant des grands magasins, symbole du shopping traditionnel américain, vit une lente agonie. Aller chez Macy's, c'était une expérience. Des étages immenses, des décorations saisonnières spectaculaires, un choix infini de vêtements et d'accessoires. Aujourd'hui, cette magie ne fonctionne plus. Les centres commerciaux eux-mêmes se vident, laissant les Macy's implantés dedans se battre contre un flux de clients qui diminue chaque année. Les jeunes, eux, n'ont plus ce réflexe d'aller faire les magasins. Ils préfèrent regarder des avis sur TikTok, acheter directement en ligne, se faire livrer chez eux et retourner les articles sans même avoir besoin de parler à quelqu'un. Macy's se retrouve avec des bâtiments gigantesques, chers à entretenir, mais incapables d'attirer la nouvelle génération. Les salles autrefois pleines résonnent maintenant du vide. Best Buy subit un phénomène encore plus cruel, l'effet showroom. Les consommateurs viennent toucher un téléviseur, tester une enceinte, regarder un ordinateur, puis l'achètent moins cher sur Amazon. Le magasin devient un décor, une vitrine gratuite pour les achats en ligne. Pendant un moment, Best Buy a tenté de résister, avec des prix agressifs, des services supplémentaires, des garanties. Mais quand les marges diminuent et que les ventes stagnent, la pression devient énorme. Aujourd'hui, de nombreux magasins Best Buy survivent à peine. Ce n'est pas un manque d'intérêt pour la technologie, c'est simplement que les clients ne voient plus l'intérêt de payer plus cher pour la même chose. Même la restauration rapide n'est pas épargnée. Des chaînes comme Red Lobster, qui étaient autrefois des poids lourds du secteur, sont prises dans la tourmente. La hausse du coût des ingrédients, les salaires minimums qui augmentent, l'électricité plus chère, tout s'accumule. Et en face, des clients qui ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Quand les prix montent partout, manger dehors devient un luxe. Les restaurants voient leurs salles se vider, surtout en semaine. Certaines enseignes ferment discrètement des dizaines de locaux, espérant réduire les coûts pour éviter la faillite totale. Les magasins de vêtements ne s'en sortent pas mieux. Des chaînes comme The Children's Place ou Gap vivent un déclin brutal. Les ventes ont plongé depuis la pandémie et elles ne remontent pas. L'inflation a transformé les habitudes. Les familles achètent moins, attendent plus longtemps avant de renouveler les vêtements des enfants ou se tournent vers des marques discount et des plateformes en ligne. Les chaînes qui étaient considérées comme incontournables deviennent optionnelles, et dans le commerce, optionnel signifie fragile. Ce qui est le plus frappant dans cette crise, c'est qu'elle ne repose pas sur une seule cause, mais sur une combinaison de transformations profondes. L'e-commerce, évidemment, joue un rôle immense. Amazon, Walmart.com, Temu et Shein ont changé le jeu. Acheter en ligne n'est plus une alternative, c'est devenu la norme. Mais la technologie n'est qu'une partie du problème. Les coûts des loyers commerciaux augmentent, les salaires pèsent lourd sur les entreprises. Les chaînes doivent dépenser toujours plus pour la sécurité dans les grandes villes. Et au milieu de tout ça, les consommateurs américains sont eux-mêmes frappés par une crise silencieuse. Le coût de la vie augmente, les dettes explosent, les cartes de crédit sont saturées. Quand on doit choisir entre payer ses courses ou acheter un nouveau t-shirt, le choix est vite fait.
Cette transformation provoque des scènes presque irréelles. Des magasins immenses avec plus d'employés que de clients, des rayons entiers fermés faute de demande, des parkings vides aux heures où ils devraient être pleins. Certains centres commerciaux ressemblent à des villes fantômes modernes. Et quand les grandes chaînes ferment, ce n'est pas seulement un magasin qui disparaît. Ce sont des emplois, de la vie locale, des services essentiels, parfois même la sécurité d'un quartier. Ce qui arrive aujourd'hui aux grandes chaînes américaines n'est peut-être pas la fin du commerce physique, mais c'est clairement la fin d'un modèle. Les entreprises qui ont dominé pendant des siècles sont maintenant forcées de se réinventer ou de sombrer. Et pendant qu'elles tentent de comprendre ce qui se passe, une chose est déjà certaine, la façon dont les Américains consomment, travaillent et vivent a changé à jamais. Ce que nous voyons maintenant n'est pas un simple ralentissement, c'est une réorganisation complète de l'économie du quotidien. Pourtant, malgré ce décor inquiétant, quelque chose de surprenant a commencé à émerger. Les consommateurs ne sont pas simplement en train de disparaître. Non, ils changent. Lentement, silencieusement, mais profondément. Ce n'est pas l'absence d'acheteurs qui tue les enseignes, c'est l'apparition d'un nouveau type d'acheteurs avec de nouvelles attentes, un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de dépenser et surtout un nouveau rapport à la valeur. Avant, on allait au magasin parce qu'on avait besoin de quelque chose. Maintenant, on y va seulement si le magasin apporte une expérience unique ou un prix imbattable. Et la partie la plus douloureuse pour les grandes chaînes, les consommateurs sont devenus infidèles, totalement, radicalement. Dès qu'un prix est 1 centime trop élevé, ils changent de magasin. Dès que l'expérience n'est pas parfaite, ils ne reviennent plus. La patience, c'est devenu un luxe. Et dans un marché où chaque seconde compte, cette impatience vaut des milliards. Ce comportement, amplifié par la technologie, crée une tension écrasante pour les plus grosses enseignes. Elles étaient conçues pour un monde où le client était presque prisonnier des options disponibles dans sa ville. Mais maintenant, le client a le monde entier dans sa poche. Et cette nouvelle liberté détruit silencieusement des géants que l'on croyait invincibles. Alors forcément, les 10 chaînes dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas des cas isolés. Ce sont les premières victimes d'une révolution technique, économique et culturelle. Et c'est pour cela que les analystes tirent la sonnette d'alarme. Si les choses continuent dans cette direction, les faillites que nous voyons maintenant ne seront peut-être que l'échauffement, qu'un avant-goût de ce qui pourrait arriver à l'ensemble du marché américain. Mais pourquoi ces grandes chaînes, précisément? Pourquoi elles, parmi des milliers? Parce qu'elles combinent toutes 3 vulnérabilités mortelles. Une dépendance au magasin physique, une logistique vieillissante et une identité de marque qui n'a pas su se renouveler. Avant, ces défauts étaient gênants. Aujourd'hui, ils sont fatals. Prenons un exemple concret. Une chaîne dont les ventes reposaient principalement sur des produits non essentiels. Avant, les clients achetaient parce que c'était pratique. Aujourd'hui, ils comparent, ils attendent des promotions, ils lisent les avis en ligne et parfois, ils changent même totalement de catégorie de produits. Résultat, les ventes deviennent imprévisibles, les stocks s'accumulent et les coûts explosent. Une bombe à retardement silencieuse. Ensuite, il y a la concurrence, terrible, inarrêtable, impitoyable. Des plateformes qui n'existaient même pas il y a 15 ans dictent désormais les règles du marché. Elles offrent plus de choix, des prix plus bas, des délais de livraison incomparables, des retours faciles. Comment lutter contre ça lorsque vous êtes une chaîne traditionnelle avec des loyers énormes, des salaires, des assurances, des charges, des pertes d'inventaire ? C'est simple, vous ne pouvez pas. Pas sans transformation radicale, pas sans casser quelque chose pour reconstruire autrement. Et c'est là que la plupart échouent. Elles arrivent trop tard, elles innovent trop lentement ou elles investissent dans les mauvaises priorités. Résultat, elles ferment une poignée de magasins, puis une centaine, puis elles annoncent des restructurations massives, puis finalement, elles demandent une protection judiciaire contre les dettes. Le scénario est parfaitement connu. Et c'est exactement celui que nous voyons se reproduire aujourd'hui. Mais le plus inquiétant dans cette crise, ce n'est pas seulement la chute de ces géants. Non, le plus inquiétant, c'est que leur disparition crée une réaction en domino dans toute l'économie locale. Parce que lorsqu'une grande enseigne ferme, ce n'est pas juste un magasin qui disparaît. Ce sont des centaines d'emplois, un écosystème de fournisseurs, des taxes locales, des commerces voisins, parfois même la vie sociale d'un quartier entier.
Imaginez une ville moyenne américaine, une galerie commerciale, une grande chaîne ferme. Le trafic diminue. Quelques mois plus tard, une autre boutique ferme faute de clients. Le parking se vide. Les restaurants autour perdent la moitié de leur clientèle. Le cinéma du centre commercial ferme à son tour. En 2 ans, la galerie est un désert. Et ce qui était un pôle économique devient un bâtiment fantôme. Ce scénario s'est répété tellement de fois que certains économistes parlent désormais de zones de consommation abandonnées. Et pendant que cette transformation s'accélère, une autre tendance inquiétante s'installe, l'automatisation. Elle n'est pas encore le facteur principal, mais elle commence à jouer un rôle. Les caisses automatiques remplacent les caissiers, les entrepôts utilisent des robots, les entreprises expérimentent des magasins sans personnel. Et lorsque les enseignes doivent choisir entre fermer des dizaines de magasins ou automatiser pour réduire les coûts, le choix est souvent déjà fait. Mais le côté humain, justement, c'est justement ce qui manque. C'est ce que les consommateurs ressentent inconsciemment. Le monde devient plus rapide, plus digital, plus automatisé, mais il devient aussi plus froid. Et certains clients cherchent désormais le contraire, un magasin qui les traite comme des êtres humains, pas comme des lignes de données. Paradoxalement, ce besoin d'humanité pourrait être la dernière opportunité de salut pour les chaînes traditionnelles. Mais encore faut-il qu'elles s'adaptent, vraiment. Car ce n'est pas seulement une crise économique, c'est une crise d'identité, une crise de confiance, une crise de modèle économique et surtout une crise de transition. Le vieux monde du retail est en train de mourir et le nouveau n'est pas encore totalement né. Alors que va-t-il se passer? Les experts travaillent sur des scénarios et aucun n'est simple. Certains pensent que ces fermetures vont continuer et s'accélérer. D'autres estiment que seules les chaînes capables d'offrir une expérience exceptionnelle survivront. Et d'autres encore prédisent l'émergence de formats hybrides mélangeant technologie avancée, magasins physiques réduits, logistique ultra rapide et personnalisation extrême. Ce qui est certain en revanche, c'est que la prochaine décennie sera décisive. Le marché américain vit un moment historique. Jamais autant de grandes enseignes n'avaient été en difficulté en même temps. Les signes sont là, les chiffres sont là, les fermetures sont là. Et le pire, c'est que les entreprises elles-mêmes reconnaissent ne pas comprendre exactement comment stabiliser la situation. Et pourtant, au milieu de tout cela, il existe un élément essentiel. Les consommateurs finiront par redéfinir ce qu'ils veulent réellement. Peut-être qu'ils reviendront à des magasins plus petits, plus proches, plus humains. Peut-être qu'ils préféreront un modèle entièrement digital. Peut-être que de nouveaux acteurs surgiront avec des idées totalement inédites. Mais une chose est sûre, les 10 chaînes évoquées aujourd'hui ne sont que les premières à encaisser le choc. Le secteur entier observe, tremble, s'interroge. Et dans les bureaux des dirigeants, dans les salles de réunion, dans les conseils d'administration, une question tourne en boucle. Sommes-nous les prochains ? Et cette question, elle plane comme une ombre sur toute l'industrie. Parce que dans un pays où il n'y a plus de file d'attente, plus d'acheteurs et de moins en moins d'argent, la survie n'est plus un droit. C'est une bataille que seuls les plus rapides, les plus flexibles et les plus innovants gagneront. Et pendant que cette transformation se déroule, silencieuse mais brutale, le paysage commercial américain change à une vitesse que personne n'aurait imaginé il y a encore 5 ans. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement une série de faillites, c'est le début d'une nouvelle ère. Une ère où les habitudes, la technologie, la culture et l'économie se mêlent pour créer un marché totalement inédit. Alors, que restera-t-il dans 10 ans? Peut-être moins de magasins, peut-être des enseignes plus petites, mais plus intelligentes, peut-être des expériences de shopping totalement immersives, ou peut-être quelque chose que personne n'a encore imaginé. Mais une chose est sûre, nous assistons à un tournant historique, et les 10 géants en crise aujourd'hui sont les témoins et les victimes d'un mouvement monumental.